Victorieux de Lille, l'Olympique de Marseille, toujours invaincu, se maintient en tête de la D1 avec 2 points d'avance. Brest, pour lequel on se faisait beaucoup de soucis avant le début de la saison, invaincu lui aussi, est un étonnant deuxième. Grâce aux 2 premiers buts bordelais de Wim Kieft, les Girondins ont enfin remporté leur premier match contre Nantes. 2 France-Pologne en milieu de semaine, 2 résultats nuls. Michel Platini satisfait dans l'ensemble. Et puis cet homme, Guy Montet, qui était notre ami, c'était notre assistant. Il nous a quittés cette semaine. Il faisait partie de la grande famille de Téléfoot. Nous lui dédions ce numéro de Téléfoot. Numéro qui se fait en direct de Royan à l'occasion du jubilé de Dominique Rocheteau. Dominique, merci de nous accueilir pour votre jubilé. Moi qui vous remercie. Je pense que c'est une grande et belle journée qui se passe. Tous vos amis ont répondu présent. Vraiment, il n'y a qu'à regarder le stade. C'est une belle réussite. Je suis entouré de nombreux amis et je crois que c'est fabuleux. Ça va être une belle fête. C'est une belle fête. Alors, pour ce premier plateau, comme on dit dans notre jargon, eh bien, Joël Batz, Michel Platini, Roger Mila, la grande vedette du dernier mondialais, symbolise un petit peu tous ceux qui ont répondu à votre appel. Juste un mot, Michel Platini, je me suis permis de dire dans les titres que vous étiez globalement satisfait des 2 France-Pologne. Surtout, je crois que ce sont les A qui comptent. Et c'est vrai que nous avons assisté à un très très beau match où il n'y avait que les buts qui manquaient. Maintenant, à nous à resserrer les boulons, à nous à travailler pour préparer correctement ce France-Islande. Les matchs amicaux de début de saison servent bien sûr à regarder un peu la forme et la valeur technique et tactique de notre équipe. Je crois que ce match-là a été très utile. Là-dessus, on va pouvoir travailler correctement pour le match de l'Islande que vous savez, Thierry, qui est très important. Et qui arrive très vite. Nous aurons l'occasion, Michel, d'en reparler au long de cette émission. Tout de suite, nous attaquons la 5e journée du championnat de Division 1 avec la première rencontre que nous vous proposons. Sochaux accueillit Rennes sous les yeux de Marianne Macot. Un noyau d'irréductibles supporters d'Armorique suit partout son équipe depuis des années. Le fan club Roazhon. Roazhon signifie Rennes en breton, bande d'ignards. Je peux me permettre d'étaler ma science, ça fait 24 heures que je le sais. Le stade rennais débarque invaincu avec la meilleure défense de France, un seul but encaissé en 4 matchs. Le meilleur buteur socialien, Madar, a 2 buts, Sochaux ne compte que 3 points. Gardier blessé et remplacé par le gardien issu du centre de formation depuis le début de saison. Pas eu de problème d'adaptation au départ, vu que bon, ça fait quand même 7 ans que je suis au club. Les joueurs, je les connais par cœur. Bon, j'attendais, je me battais de façon à prendre la place à la régulière. Et bon, Christophe s'est blessé. Et moi, j'ai pris la place. Et bon, je m'accroche tous les matchs pour mériter ça. Sochaux attaque immédiatement sans inquiéter particulièrement Yard. Malgré ses prouesses techniques, Caveglia se fait contrer. 13e minute de jeu, Hadzibejic prolonge et de quelle façon? Sur Thomas, tir croisé, Madar guette au 12e poteau et inscrit son 3e but de la saison. Non, ça fait plaisir. Bon, c'est sûr que j'ai marqué quelques buts, ça met en confiance, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas trop s'enflammer. 5 minutes plus tard, le centre de Madar est contré, Crossi récupère par 2 fois, la 2e est la mieux inspirée, il lance Caveglia à droite, centre immédiat au 2e poteau pour la tête de Jean-Christophe Thomas, 2-0 pour Sochaux. On a pris 2 buts comme ça en 5 minutes et après pour revenir c'est presque impossible, on était très mal partis, on n'était pas présents sur les ballons, tout ça, donc on voyait bien qu'on n'aurait pas réussi à revenir. Les malheurs des Rennais augmentent. 3e but Rennais en 25 minutes, corner rentrant d'Alain Caveglia, méfiez-vous gardien de France, il en inscrit plusieurs par saison et c'est très désagréable. Rennes perd Patrick Delamontagne sur blessure, Ribard le remplace. Curieusement, c'est après avoir encaissé ses 3 buts que les Rennais obtiennent plusieurs occasions, une reprise de volée pour Sorin, puis sur ce centre de Laurent Delamontagne, la reprise en pivot de Jean-Marc Mitton. Mais Sochaux insiste encore. Corner de Thomas, la tête de Madar inquiète Yard. Dernière action avant la mi-temps, cette interception de Paco Carrasco. Puis un grand pont. Et sur le centre, une reprise de volée, encore de Caveglia, pas mal du tout. Pas grand chose à se mettre sous le stylo pendant la 2e période, Oman Biyik tente quelque chose avec Noël, et voici l'un des rares arrêts de Ferrand.
Dernier quart d'heure et le malheureux Thierry Goudet se fait subtiliser la balle par Laurent Crossi. Score final 4-0. On connaît cette situation. L'année dernière, on a déjà eu des défaites par des scores assez larges à l'extérieur. Il y a des jours sans et on passe totalement à travers. Bon, c'est l'apprentissage de la D1. Maintenant, on sait que Rennes est peut-être une équipe moyenne. Bon, on a eu pas mal de chance les premiers matchs. Là, on prend 4-0. Maintenant, il va falloir se remettre en question. Pierre Quillard, on vous retrouve pour ce jubilé Dominique Rocheteau. C'était peut-être pas la bonne occasion pour vous inviter, mais puisqu'on vous a sous la main, c'était donc un jour sans pour Rennes, mais Rennes semble parti pour au moins se maintenir. C'est votre avis? Nous, l'objectif est le maintien. Depuis, on l'a annoncé au début de saison. C'est vrai qu'on a eu la chance de bien débuter en prenant 4 points sur 6. Bon, maintenant, hier, c'est vrai qu'on a eu un accro. 4-0, ça fait mal. Mais vous savez, des fois, il faut mieux prendre un bon 4-0 que perdre 2 ou 3 fois 1-0. Maintenant, tout à fait, c'est assez philosophe. Il y a des retouches à refaire. Et on va travailler encore comme on a travaillé le début de saison. Et nous, du moment qu'on atteint la barre des 34 points et que le maintien est assuré, je crois qu'on aura fait notre travail. Merci Pierrick. Bernard Gingini, vous représentez pas le Sochaux actuel, bien sûr, mais l'ancien Sochaux, puisque vous y avez fait une grande partie de votre carrière. Comment ça va, Bernard? Qu'est-ce que vous devenez? Bah, écoutez, actuellement, j'ai quelques petits problèmes avec mon ancien club, les Girondins de Bordeaux. Bon, ben, j'espère que ça va s'arranger. Et surtout très heureux aujourd'hui de retaper dans un ballon et de participer à cette fête. Le moral est bon? Le moral est bon. Bon, enfin, on vous voit, en tout cas, on vous voit guéri parce que vous avez été longtemps blessé. On ne peut, Bernard, que vous souhaiter bonne chance. On poursuit avec la 5e journée du championnat de Division 1. Rencontre Cannes-Caen. Pierre Torré était l'envoyé spécial de TF1. Depuis que l'on ne joue plus à Cannes au stade des Hespérides, les Normands de Caen, réputés amateurs de pommes, n'en prisent guère le déplacement. Battus régulièrement par les Azuréens, dont ils portent ici curieusement la couleur, ils n'en sont pourtant pas revenus cette fois avec ce seul pépin consécutif au fauchage de Daniel dans la surface de réparation après 6 minutes de jeu. 1-0 sur ce remarquable coup franc de Mlinaric, c'était le début jusqu'à la mi-temps d'une longue période de domination cannoise dont le maçon, le gardien canet, tour à tour, inspiré ou chanceux, allait pourtant se sortir indemne. En 4 occasions pour le moins, les équipiers de Luis Fernandez paraissaient ainsi devoir forcer une défense plus laborieuse et vaillante qu'efficace et organisée, et d'autant plus méritante évidemment. Mais rien ne changeait à la marque avant le retour au vestiaire, sur un avantage certes mérité, mais finalement pas très convaincant des locaux. À la reprise, changement radical de physionomie. Caen dégageait sa surface et s'enhardissait devant jusqu'à venir plusieurs fois menacer très sérieusement d'essuyer. Et c'est ainsi qu'au terme d'une action en contre multiple devant le but adverse, Rio, à la 66e minute, obtenait une égalisation dès lors méritée. Olsen, après avoir mis d'essuyer dans le vent, manquait de peu offrir à son équipe un avantage inespéré pour n'avoir pas vu divers sur sa gauche, mais c'est pourtant l'attaque cannoise à quelques secondes de la fin qui faisait passer un ultime frisson dans les tribunes sur cette action bien sûr controversée où Christophe Point va réparer juste sur sa ligne une bien fâcheuse talonnade de Dumas. 1-1 donc, match nul équitable en définitive entre deux équipes plutôt nerveuses sur la fin sans qu'il y ait eu pourtant matière à s'exciter. Alors je sais qu'il y a eu des petits incidents en fin de match au stade Pierre de Coubertin. Alors je voudrais, mon cher Domergue, vous qui représentez Caen, et mon cher Luis Fernandez, vous qui représentez Cannes, que vous vous serriez la main pour montrer que c'est bien oublié. Je vous en prie, messieurs, pour Téléfoot. Non, mais ça fait rien. Mais il était dirigeant, donc comme ça, c'est réglé. Alors parlons de Caen rapidement, mon cher Doudou, comme dit Luis Fernandez. Ça marche plutôt bien. Oui, ça marche bien. Je crois qu'on a fait un bon début de saison, 5 journées de championnat. Donc pour l'instant, tout va au mieux. L'équilibre est fait. La cohésion a été réglée parfaitement par l'animation du peu. Donc je crois que pour l'instant, nous sommes heureux et nous restons tout à fait lucides car nous savons que le championnat dure quand même 38 journées. Oui, vous savez que vous ne serez pas champion. On ne sait jamais, mais enfin, il y a des cylindres devant nous et nous avons le temps pour travailler et pour mettre en place. En tout cas, c'est bien ce que fait Caen, mon cher Domergue, et nous tenions à vous le dire. Luis Fernandez, comment ça va du côté de Cannes? Un peu moins bien que la saison passée peut-être, non? Non, à cette époque-là, je crois qu'on avait 2 points. Je pense que bon, pour l'instant, c'est dommage parce qu'on a laissé échapper quelques points et dont un encore hier soir après une domination très nette. On a subi en deuxième période et c'est dommage parce qu'on avait vraiment besoin de ces 2 points.
Bon, finalement, un point, c'est pas trop mal quand même. C'est bien. Encore une réponse, je vous demande, Louis, avant de passer à la rencontre suivante. Content d'avoir retrouvé l'équipe de France au parc? Ben, ça m'a fait plaisir. Et ben, vous savez, quand je reviens en équipe de France et que j'ai l'honneur de porter le maillot de la sélection, c'est toujours avec une immense joie. Et tant qu'on m'appellera, je répondrai toujours présent parce que ça me fait énormément plaisir. Vous embrassez Johan pour Téléfoot. Merci Louis. Fait. PSG Auxerre, 3e match de la 5e journée que nous suivons. Hervé Matou. Au moment du coup d'envoi de ce PSG Auxerre, une question planait sur le Parc des Princes. Allait-on avoir le PSG brillant d'il y a 15 jours contre Toulon ou le PSG dépassé de Montpellier la semaine dernière? Début de réponse d'entrée de jeu et pas très optimiste pour les Parisiens. Vasseur a mis le ballon en corner, on joue depuis 2 minutes, corner tiré par Coquart sur la tête de Chiffaut, 1-0 pour Auxerre. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Parisiens. Des Parisiens à la défense très fébrile. Illustration quelques minutes plus tard, Janol. Petit cadeau pour Kovacs. Janol qui va récupérer le ballon. Deuxième tournée du Père Noël. Et Vairoa manque la cible. Auxerre qui joue très bien dans ce début de match. 10 minutes de jeu, tête de Coquart sur la barre. Le PSG vient de frôler la catastrophe. On a eu très chaud, on a ouvert des boulevards, mais ça c'est quand on a peur, et je crois que ce premier but est déterminant dans ce fait-là, et puis c'est la 3e fois en 4 matchs qu'on est mené au score très rapidement. Finalement, peu à peu, les Parisiens refont surface. Ici, la tête de Bravo n'est pas passée très loin. Et 18e minute, nouveau coup franc, Pérez sur la tête de Bravo qui égalise. Superbe but de Daniel Bravo, on va le revoir, c'est son 4e but de la saison. Du coup, c'est la défense auxerroise qui montre quelques signes de fébrilité. Mazzolini remet un ballon dans l'axe, Roche hésite, Martini se décide. Et heureusement pour les Bleus, Pérez va rater son lob. En tout cas, une première période de très bon niveau avec un jeu limpide et beaucoup de bonne volonté offensive. La seconde période à présent avec pour commencer un superbe raid de Jocelyne Angloma. Angloma qui va être descendu par Alain Roche. Carton jaune pour le défenseur auxerrois qui fut excellent hier soir. Coup franc de Bravo, superbe envolée de Martini. Et comme Joël Batz ne veut pas être en reste sur ce coup franc de Chiffaut, il sort le grand jeu à son tour. La qualité du match a beaucoup baissé, avec quand même quelques beaux gestes techniques. Vous allez voir un superbe passement de jambes de Zlatko Vujovic. Giroud est plutôt inquiet, il a raison, ce sont les Parisiens qui se créent les meilleures occasions. 68e minute, Pérez tout seul face à Martini. Mais une nouvelle fois, le gardien de l'équipe de France détourne le tir. Vous avez entendu Giroud, Coquart, on joue. Alors Coquart joue, et il joue même très bien. Il fixe ici Tanasi et Reynaud. Et son centre va être détourné par Tanasi, inquiétant Joël Batz. Dernière occasion parisienne, 85e minute, Angloma sur le côté droit. Un centre pour Bravo dont la reprise est contrée. Bravo revenu à son meilleur niveau, mais le Paris Saint-Germain qui doute toujours. Il manque peut-être quelques victoires et puis arriver à resserrer les boulons. C'est tout. Ne pas prendre de but, c'est ce qui nous mettra en confiance, mais pour l'instant c'est mal parti, quoi. Alors que derrière nous, sur le terrain de Royan, le Variété Club de France mène 3-1 contre les vrais anciens verts, ceux de 76. Nous accueillons Christian Pérez, le Paris Saint-Germain actuel, et Mustapha Daleb, l'ancien Paris Saint-Germain. Christian, vous nous aviez dit dans notre studio à Paris il y a quelques semaines que vous retrouviez la joie de jouer dans ce Paris Saint-Germain. Depuis, il y a eu un petit accro à Montpellier, un terrain que vous connaissez bien. Et puis là, est-ce que c'est un point perdu ou un point de gagné au parc hier? Disons que c'est un point perdu puisque nous jouions à la maison, mais disons qu'on est tombé sur une bonne équipe d'Auxerre, toujours difficile à manier. Et dans ces conditions, en ayant pris un but en début de rencontre, je crois que c'est un point de gagné. Vous avez été très bon, Christian, je crois qu'on peut vous le dire, à l'occasion du match de l'équipe de France contre la Pologne. Vous l'avez senti comment, ce match? Disons que ça a été difficile. On est tombé sur des attaquants polonais assez rapides, mais disons qu'on s'est créé de nombreuses occasions, de part et d'autre d'ailleurs. Et je crois que pour nous, l'important était de se retrouver et puis de se mettre en confiance. Très bien, merci. Mustapha Daleb, vous avez été très longtemps l'homme du Paris Saint-Germain de la grande époque, celle où le PSG remportait la Coupe de France. Qu'est-ce que vous devenez? Effectivement, après ma retraite, je m'occupe entièrement de mes affaires, à savoir
une production d'articles de sport et bien sûr aussi des affaires de négoce avec notamment l'Afrique. Et le football Le football, je suis sociétaire du variété. Et de temps en temps, ça nous permet de nous dérouiller encore les jambes. En tout cas, je sais, Mustapha, pour vous voir jouer souvent, que ça va très très bien. Nous enchaînons avec un magazine sur Carlos Valderrama que nous propose Martin Zara. Secret Valderrama, le Colombien tranche avec le cliché que l'on a habituellement des joueurs sud-américains, des joueurs que l'on dit fantasques, tant sur le terrain qu'en dehors. Explication. Je suis quelqu'un de tranquille, de très tranquille. J'essaye de passer le plus de temps possible avec ma famille, avec laquelle je me sens bien. Valderrama, en fait, est un lion. La chevelure, bien sûr, mais pas seulement, il y a quelque chose de plus. Le lion, en réalité, est un roi fainéant, dormant au plus fort de son activité, alors vous imaginez au zoo, 20 heures sur 24, et passant le reste du temps à bâiller au film de la Metro-Goldwyn-Mayer. Georges Decaune a raison, Valderrama est bien un lion, même si en Colombie, le lion n'existe pas. Longtemps tenu en cage à Montpellier, il donne l'impression de s'y ennuyer. Carlito, roi des animaux, est lymphatique, mais attention, ce n'est qu'une impression. Je pense que si l'on avait éliminé le Cameroun et si l'on s'était qualifié pour les quarts de finale, là on aurait pu dire que l'on avait réalisé une bonne Coupe du Monde. Personnellement, j'aimerais jouer ici le rôle que l'on me donne en sélection. Cette année, je pense que j'en aurai l'opportunité à Montpellier. Évidemment, le football et la salsa pour moi sont très liés. La notion de rythme et de plaisir est la même. Malheureusement, la violence existe dans le football. Le lion sud-américain est toujours à la merci des chasseurs. Mais la violence fait aussi partie de la vie quotidienne en Colombie. Les narcotrafiquants narguent le pouvoir, la lutte là-bas est sans merci. Valderrama ne peut rien y faire, juste choisir à la place des narcodollars l'odeur beaucoup plus saine de l'argent du président Nicolas. L'autre réponse se situe sur le terrain. Le début de soirée de Valderrama avait été parfait la semaine dernière face au PSG. Au stade Geoffroy Guichard, ça commence on ne peut plus mal. Deuxième minute, Sivebek déborde. Main de Laurent Blanc, Monsieur le Duc siffle penalty. Au ralenti, on va voir que le geste de Blanc est indiscutable. Le bras est bel et bien décollé du corps. L'arbitre ne s'est pas trompé. Rob Witschke face à Barabé qui touche le ballon, mais ça fait 1-0 pour les Verts. 8e minute, les Stéphanois ratent le chaos de justesse. Philippe Tibeuf va trouver la transversale de Barabé. Les 15 000 spectateurs sont ravis de ce départ rapide, peut-être trop rapide. On a trop vite marqué, on est trop vite rentré dans le match. Et au lieu de libérer les joueurs, je les ai sentis contractés et on n'a jamais pu se sortir de l'emprise montpelliéraine. Et c'est vrai que l'on a beaucoup vu les Montpelliérains dans cette partie, en particulier l'insaisissable attaquant polonais Ziobert. C'est lui qui déborde ici et c'est encore lui qui oblige Ceccarelli à une belle parade. Juste avant la mi-temps, à l'arrivée de ce corner, Carlos Valderrama, mais la tête de Lambert sauve le but de Ceccarelli. Seconde période, 73e minute, la balle de but pour Philippe Tibeuf, mais Barabé est bien sorti. Les Montpelliérains malchanceux qui auraient pu bénéficier d'un penalty en fin de match pour ce tacle plutôt suspect de Primard. Montpellier battu malchanceux. Nous avons quand même pratiquement dominé tout le match. On a acculé les Stéphanois dans leur but. Je crois qu'on s'est procuré pas mal d'occasions, mais la prochaine fois, il faut dire qu'on s'est procuré beaucoup d'occasions et qu'on a pris 1 point, voire 2 points. Patrice Garande, c'est une déception cette sortie stéphanoise. Oui, c'est une déception parce qu'on était venu avec des ambitions et surtout par rapport à la manière que nous avons de jouer, il nous manque ce petit déclic à l'extérieur pour ramener 1 point, voire gagner. Comment est Montpellier en ce début de saison?
Je crois que Montpellier est bien. Bon, c'est une équipe qui est en plein rodage, mais qui a montré des possibilités assez impressionnantes à la maison et qui cherche justement une identité à l'extérieur. Mais je pense qu'avec le travail fourni, ça devrait arriver très vite. Ça vous fait peur le PSV Eindhoven en Coupe d'Europe? Les favoris, c'est eux. Nous, je crois qu'on n'a rien à perdre. On va donner tout ce qu'on a pour essayer de passer ce tour. Et ma foi, je crois que par le passé, il y a eu pas mal de surprises. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous, tout à fait. Alors Christian Serramagna, vous êtes sous le maillot des Verts que vous retrouvez l'espace du jubilé de Dominique Rocheteau. Oui. C'est dur de prendre en main une équipe comme Saint-Etienne quand on est un jeune entraîneur comme vous? C'est dur, oui. Si vous voulez, j'y suis préparé depuis 3 années. Bon, donc... si vous voulez, je ne m'y attendais pas aussi vite, mais je pense que c'est une expérience très enrichissante et que je ne peux pas rater. Et vous pensez que Saint-Etienne va nous faire une bonne saison? Je le pense. Il y a les moyens, il y a les possibilités. C'est une équipe jeune qui est en devenir et je crois que Saint-Etienne doit faire parler d'elle déjà cette année. Merci Christian et on ne peut que vous souhaiter bonne chance. On suit maintenant Brest-Nice, Nancy-Toulon et Toulouse-Metz en compagnie du tandem Jean-Pierre Guida, Hervé Matou. Toulouse-Metz, après une victoire contre Lyon, le TFC enregistre son 2e succès à domicile, avec tout d'abord un premier but toulousain après une demi-heure de jeu à la suite de cette faute indiscutable de Casini sur Debève. Marsico transforme le pénalty et en profite ainsi pour marquer son 4e but. À la fin de la première mi-temps, sur cette balle en profondeur, Debève s'en va tout seul vers les buts. Le gardien messin est battu. Toulouse mène alors 2-0. En seconde période, Metz va quelque peu réagir en réduisant le score sur cette action à la 68e minute. Zégnier sauve l'honneur pour son équipe en inscrivant l'unique but messin. Et pourtant, quelques minutes avant la fin, Hazanovic manque de peu l'égalisation en plaçant un coup franc sur la transversale. L'équipe de Toulouse en deuxième mi-temps a un petit peu baissé et nous nous sommes retrouvés. Et je pense qu'à ce moment-là, la situation était un peu plus facile. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but qui nous aurait permis d'égaliser. Un tonnerre de Brest au stade Francis Leblay où 7000 spectateurs ont assisté à la belle victoire du Brest Armorique. Début du festival à la 22e minute, Ginola centre pour la tête de Salin, 1-0 pour Brest. Les Niçois qui croient encore à ce moment de la partie, Maurice pour Langers, mais ça passe à côté. En seconde période, Nice prend l'eau, 57e minute, Milojevic par-dessus la défense pour Salin, qui inscrit tranquillement son second but de la soirée. Dix minutes plus tard, Salin est cette fois au départ de l'action. Il centre, superbe tête de Ginola, 3-0. Et à 10 minutes de la fin, les Brestois obtiennent un 4e but, une reprise acrobatique et opportuniste de Pascal Pierre. Nice et Jean Fernandez se retrouvent au fond du trou. L'équipe a eu du mal à bien s'organiser défensivement, donc on a laissé beaucoup d'espace à l'adversaire. Ce qui fait que Brest a pratiquement toujours eu la maîtrise du ballon, s'est créé beaucoup d'occasions de but. Et c'est très normalement qu'ils nous mettent 4 buts. Je crois qu'il y a eu, surtout sur le plan défensif, une lacune collective. Nancy recevait Toulon et premier succès pour Nancy à domicile. Un premier but nancéen sur ce coup franc tiré par Éric Martin. Superbe reprise de volée de Bertrand qui ouvre le score à la 45e minute. En seconde période, Nancy continue d'attaquer et à la suite de ce coup franc tiré par Tarasiovic, c'est Stojkovic qui reprend de la tête et inscrit le 2e but nancéen 10 minutes après la reprise. Mais les Toulonnais ne vont pas baisser les bras et juste après cette talonnade de Zawi pour Peter Bosz, Loïc Perrard va commettre une faute dans la surface. C'est le pénalty indiscutable pour l'arbitre Monsieur Zani. Un pénalty que va transformer Patrice Marquet et qui permet à Toulon de réduire l'écart 2-1, mais le score en restera là. Avec toujours en direct de Royan, une belle brochette de jeunes et de moins jeunes qui sont à mes côtés. Beto Marsico, vous retrouvez meilleur buteur après 5 journées de championnat. Vous vous y attendiez un peu? Non, pas du tout. Ça prouve qu'en tout cas que Toulouse marchait bien et que vous marquez les buts. Vous pensez que Toulouse est sorti du trou? La saison dernière avait été un petit peu en dents de scie. Cette année, ça va être meilleur? Je pense, mais même si c'est trop tôt pour en parler, mais c'est vrai qu'on a une bonne équipe. En tout cas, on suit avec beaucoup d'intérêt les performances du TFC qui semble effectivement parti sur de bons rails. Franck Passy, Toulon a pas mal de difficultés, surtout à l'extérieur. Hein.
Oui, je crois qu'actuellement, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, nous avons énormément de problèmes. Nous avons des problèmes sur le plan tactique pour nous mettre bien en place. Nous faisons beaucoup trop d'erreurs qui nous causent à chaque fois 1-2 buts, ce qui fait qu'après on n'est pas dans de bonnes dispositions pour pouvoir faire de bons résultats. Vous pensez que c'était un mauvais passage? Oui, je crois tout à fait. Il est évident qu'il est arrivé cette année 6 ou 7 nouveaux joueurs. En plus, nous avons eu pas mal de blessés. Donc, je crois que c'est un mauvais passage. Les années auparavant, Toulon faisait fort en début de championnat et baissait par la suite. Je pense qu'on va essayer de faire le contraire cette année. Merci Franck. Gabi Calderon, toujours sans club, Gabi? Oui, toujours sans club, mais aujourd'hui content de participer à cette fête du football, d'un super joueur de football. Et en tout cas, ça prouve que vous n'êtes pas oublié dans le football français. On ne peut que vous souhaiter que les touches que vous avez, car je sais qu'il y en a actuellement, aboutissent très rapidement, parce que ce serait dommage qu'un garçon qui a disputé la finale de la Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps se retrouve sans club de football. On vous dit tous nos voeux, Gabi. Alors, mon cher Moutier, vous êtes, vous, un directeur sportif heureux. Nancy a gagné son premier match. Oui, Nancy a gagné son premier match depuis son retour en première division, ce qui était surtout très important pour tout le monde, et notamment pour les joueurs, dans la mesure où il commence à se poser un peu quelques questions, puisque nous venions de perdre 3 matchs dans les 10 dernières minutes. Je peux vous dire, Jean-Michel, que votre vice-président était très contracté à Bordeaux et qu'il a accueilli le coup de sifflet final avec beaucoup de satisfaction, car vous prenez souvent des buts en fin de match. Oui, disons que sur les 3 derniers matchs, nous avons pris 2 buts à la 90e minute. L'objectif, c'est le maintien. L'objectif, c'est la première moitié du tableau. L'équipe commence à bien se roder. Les étrangers vont commencer à montrer le bout de leur nez. Et je pense qu'on pourra compter sur Nancy cette saison. Enfin, Thierry Olexiac, lui, c'est le Football Club de Metz. Comment ça va de l'autre côté de la Lorraine? Je sais en tout cas que vous avez un très bon entraîneur et que vous évoluez dans le meilleur des esprits. Merci Thierry. Quelques images des à côté de ce jubilé Dominique Rocheteau que nous devons à la caméra indiscrète de Christian Jean-Pierre. Ambiance festival de Cannes à Royan ce matin où des centaines de petits chasseurs d'autographes étaient là pour voir les stars. Alors qu'est-ce que tu as eu comme autographe? Mila, Platini, Johnny Red. Ils sont tous là, ils sont tous venus pour Dominique. Au top autographe, Michel Platini arrive toujours en tête. Osvaldo Piazza, venu spécialement d'Argentine, a maintenant des cheveux blancs mais a toujours le même sourire. Roger Mila, la star du mondialais, est aussi présente. Bref, les grands joueurs arrivent pêle-mêle, y compris Johnny Rep. Johnny, vous êtes venu spécialement pour Dominique de Hollande? Ah oui, parce que de Hollande, juste ici, c'est pas beaucoup. Hein. On le met en avion à 1h30 et c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez encore au foot? Je suis pour le moment, je suis entraîneur joueur d'une équipe d'amateurs en Hollande. Outre les joueurs, Michel Hidalgo et le professeur Schwarzenberg ont fait le déplacement. Tout le monde en SSE centre pour Jacques Santini. Pan à nouveau sur la transversale. À un quart d'heure de la fin, celui que tout Glasgow attendait. Entre, Dominique Rocheteau sème la panique dans la défense allemande. Ce numéro 7 rentre dans la légende des Verts. Excepté Kurkovic retenu en Yougoslavie, ces Verts de 76 sont aujourd'hui présents à Royan pour cette très grande fête du football. Pierre Garonner, Jeannot Béal, autour de Jean-Michel Larquet et de ses coéquipiers. Même le président Rocher est présent à Royan et nous ne désespérons pas de le faire venir à notre micro avant la fin de ce téléfoot. Téléfoot qui honore donc Dominique Rocheteau, dont le souvenir est très vivace dans tout le football français, comme le prouve la plaquette qui a été éditée à l'occasion de ce jubilé, dans la grande ligne des jubilés, comme celui de Michel Platini, d'Alain Giresse, de Bernard Lacombe, de Marius Trésor. Bref, une grande et belle fête du football à laquelle ont répondu tous les amis connus et inconnus de Dominique Rocheteau. C'est une grande et belle soirée que nous vivons actuellement. Une courte page de publicité à Paris et puis nous revenons à Royan pour la suite de ce téléfoot. A tout de suite.
vous-même, votre organisme se déshydrate et perd des sels minéraux. Votre corps a soif et l'eau ne lui suffit pas. Il lui faut Gatorade. Gatorade fait plus qu'apaiser votre soif. Gatorade réhydrate votre corps en profondeur et lui restitue l'énergie et les sels minéraux, magnésium et potassium qu'il a perdus. Gatorade, quand votre corps a soif. Le Serpent, un grand film d'espionnage avec Philippe Noiret. Vlasov est un gros morceau. Yul Brynner, Henri Fonda. Manipulation et trahison. Je vais recevoir les noms des suspects du président lui-même. Le début est là-dedans. Si je ne fais pas quelque chose, ma vie est foutue. Le serpent a goûté au paradis. Ils n'auront plus confiance. Brynner, Noiret, Fonda, une distribution éblouissante. Le Serpent, sur la une. Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Retour à Royan sous un soleil magnifique devant un public enthousiaste et avec le héros du jour. Je crois, Dominique, qu'on ne pouvait rêver pour vous, parce qu'avec l'image que vous avez dans le football, on ne pouvait rêver de plus belles fêtes. Oh bah c'est ce que je voulais, surtout faire une fête dans ma région avant tout. Et puis bon, le public est venu vraiment en grand nombre, et puis c'est vraiment un public qui me semble très amical, très cool. Hier à Bordeaux, à l'occasion du match Bordeaux-Nantes, on vous sentait un petit peu tendu à la veille de cette journée. Bah oui, bon, c'est normal. Bon, quand on fait une fête comme ça, on veut que tout se passe bien, on s'attache aux moindres détails. Même jusqu'à maintenant, j'espérais surtout que tous les joueurs viennent, et bon, c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, tout va bien. Tout va bien. Dominique, une dernière question en ce qui me concerne. Même après le jubilé, vous continuez à jouer avec le Variété. On va voir ça, je vais réfléchir. Bon, on discutera de président à joueur. Pascal Pro, on enchaîne avec le match Bordeaux-Nantes. J'ai dit que Bordeaux avait enfin retrouvé le chemin du succès. Ouais, l'important c'était hier soir de gagner. Les Bordelais l'ont fait. Première mi-temps difficile, deuxième mi-temps un peu plus facile. Un petit incident à la fin avec Sénac qui a gâché la fête. Très bon Ben Mabrouk, Lizarazu. Et on voit les images tout de suite avec Gérard Vandergut. Voilà les images donc de ce Bordeaux-Nantes hier soir. 20 000 personnes hier soir au Parc Lescure. Le public bordelais n'a pas lâché les Girondins. Et retrouvailles entre Maxime Bossis et Patrick Battiston. La première action nantaise, Bourruchaga, Le Guen, petit pont sur Jean-Philippe Durand dans le trou pour Tiernoyum, mais pas beaucoup de problèmes dans l'interception pour Joseph-Antoine Bell. Un quart d'heure de jeu et les Bordelais devant sur coup de pied arrêté de Vervoort. Farjon seul est sans doute surpris. Pas de problème non plus pour Marot. Et puisque nous sommes dans les coups de pied arrêtés, 24e minute, Robert a posé le ballon, mais ce n'est pas lui qui tire. George et Louis Bourruchaga à côté. Les Nantais maîtres du ballon durant la première demi-heure. Jean-Jacques Edli qui a fait un bon match. Bossis. De nouveau Tiernoyum, l'attaquant nantais le plus dangereux. Il a tiré aussi rapidement qu'il a reçu le ballon. Et Joseph-Antoine Bell en deux temps. Les Bordelais terminent néanmoins beaucoup mieux la mi-temps. Et cela amorce ce que sera la seconde période. Transversale de Didier Sénac. Jean-Marc Ferreri pour Farjon. Marot est sorti, mais il déchire. Et Farjon, pourtant seul, mais au-dessus. La meilleure occasion, incontestablement, de cette première mi-temps. Deuxième période. Les Bordelais y croient et ils ont raison. Ces 45 minutes marquent le retour de Bordeaux. Jean-Philippe Durand. Tête Ferry, Ben Mabrouk qui a été très bon remplaçant en début de match. Il a pris la place de Touvenel et a désorganisé le système nantais. Une faute de Ben Mabrouk sur Bonalaire. Monsieur Zvirog ne siffle pas. Le jeu continue. Une nouvelle faute de Ferry sur Durand. Monsieur Zvirog ne siffle toujours pas. L'occasion nantaise de ces 45 minutes. Et quelle occasion! Dégagement de David Marot. Didier Sénac manque l'interception. Et Tiernoyum manque, lui, la réception. Quelle erreur de Sénac et quelle occasion pour les Nantais. Cela dit, sur cette action, Joseph-Antoine Bell était bien sorti. L'heure de jeu de Sailly, Loco, qui a pris la place de Bourruchaga. Robert, dans quelques images, séché par Durand. Et sur cet accrochage, eh bien, Monsieur Zvirog ne dira rien. Cela dit, la faute de Jean-Philippe Durand est sans doute involontaire. Il joue le ballon, mais enfin, il y avait bel et bien faute.
Mais le sifflet de M. Zvirog est resté muet. 71e minute, touche vers Vort. Ferreri fait la différence aux dépens de Hedley. Aile de Pigeon-Farjon. Kift au deuxième poteau. 1-0, le but de la délivrance pour les Bordelais. Bien joué de la part de Ferreri. Superbe geste technique de Farjon. Était impeccable de Kift. Les Bordelais sortent du trou. Et puis, 8 minutes plus tard, les Nantais craquent. Robert a perdu le ballon dans les pieds de Deschamps. Ferreri pour Kift. Marot est sorti peut-être imprudemment. Et de 35 mètres, plat du pied de Kift. 2-0, cette fois, c'est terminé. Les Bordelais auraient même pu marquer un dernier but par l'intermédiaire du meilleur avec Ben Mabrouk, Bilichenko et Lizarazu, mais David Marot est bien sorti. L'incident des dernières minutes, De Sailly et Deschamps se sont attrapés au milieu du terrain. David Marot vient pour séparer Joël Henry et Didier Sénac, et puis bagarre entre Didier Sénac et David Marot. Le résultat des courses, expulsion de Sénac. Expulsion également de David Marot. Alors, que s'est-il véritablement passé? Eh bien, David Marot essaye de séparer Henry et Sénac. Sénac, lui, s'en prend directement à Joël Henry. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est vrai, Didier Sénac disjoncte un peu. David Marot a tort de venir s'en mêler. Et finalement, la décision de M. Zvirog est apparue logique. Et on se retrouve ici donc à Royan avec des images, Max Bossis, qu'on n'aime pas trop voir. Hein. C'est bizarre parce que Nantes d'habitude n'était pas du tout dans ce type d'incident. Oui, c'est vrai que c'est erreur de la part des Nantais de faire ce genre de geste. On était un petit peu énervé peut-être par la défaite, et puis il faut dire aussi qu'au départ de l'action, ce sont les Bordelais qui commencent quand même. Oui, il faisait un petit peu chaud, tout le monde était un petit peu nerveux. Alain Giresse, vous aussi vous êtes présent pour ce jubilé de votre compagnon Dominique Rocheteau. Je pense que vous avez dû pousser un grand ouf de soulagement en empochant les 2 points de la victoire quand même hier soir. Qu'on attendait depuis longtemps. J'espère que ça va permettre un déclic salutaire. Je crois qu'il faut s'inspirer bien de la façon dont ce match était abordé et puis continuer avec 2 matchs difficiles pour Bordeaux dès la semaine prochaine. Notamment un Bordeaux-Monaco. Bordeaux-Monaco qui ne sera pas facile. Et un Marseille-Bordeaux qui voilà, sera encore moins. Pour conclure cette série, je crois que ça sera pas mal. Belle quinzaine. Merci Gigi. Jorge Burruchaga, un ex-champion du monde qui a failli bien renouveler son titre. Alors finalement, on vous annonçait un petit peu partout, puis vous êtes toujours à Nantes, hein, Jorge. Oui, c'est vrai. On a eu un accord avec le président Max Bouillet de faire un transfert à la fin de la saison dernière. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Je ne sais pas encore les raisons. On a encore 2-3 semaines pour essayer de faire ce transfert-là. Si jamais on n'arrive pas, je continue ici jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de Nantes de cette année? Je pense qu'on a une meilleure équipe que l'année dernière, surtout avec la venue de Max aussi. Ça nous a apporté beaucoup d'expérience. C'est un joueur assez extraordinaire. Et je crois que par rapport à l'année dernière, c'est ce qui nous manquait le plus. Et c'est pour ça que je suis persuadé que cette année, Nantes peut terminer dans les 4-5 premières places. C'est le souhait de tout le monde et j'espère pour ma dernière saison au club de pouvoir apporter le plus pour que Nantes puisse arriver en Coupe d'Europe. Merci Jorge, et on poursuit cette 5e journée avec une autre belle rencontre. C'était Monaco-Lyon, Yves Cupfermin qui était présent au Stade Louis. Vu d'ici, le stade Louis II de Monaco ressemble à tous les autres stades de France. Le gazon semble bon, un véritable régal pour les pigeons. Et pourtant, Arsène Wenger, en grande discussion avec Jean Petit et le responsable du stade, semble furieux. Explication, il faut être vraiment très indulgent pour appeler cela une pelouse. C'est le plus beau champ de patates que je connaisse en première et en 2e division. J'ai pas vu même en 2e division des terrains dans cet état-là. C'est scandaleux à Monaco. La canicule, un meeting d'athlétisme et un mystérieux champignon expliquent ce désastre, une catastrophe, surtout pour une équipe comme Monaco. C'est vraiment un terrain qui ne favorise pas tellement l'évolution du jeu et qui favorise plutôt l'équipe qui défend. Donc à partir de ce moment-là, on part avec un handicap quand même au départ, ce qui n'est pas réjouissant. Des faux rebonds à l'origine d'une multitude de mauvais contrôles et d'erreurs techniques, les 22 acteurs de ce Monaco-Lyon ont bien du mérite à essayer de jouer au football dans de telles conditions. Ça n'empêche toutefois pas Diaz d'offrir à Rui Barros la première occasion de but de la rencontre qui a débuté depuis 4 minutes.
Dans un premier temps, Monaco presse l'Olympique lyonnais sur son but. Les joueurs de la Principauté maîtrisant mieux un ballon au rebond capricieux. Ça gêne visiblement Marcel Dib, mais pas Ramon Diaz, auteur d'une belle volée juste au-dessus. Très regroupés en défense, les Lyonnais prennent un minimum de risques, une attitude parfois dangereuse, comme le prouve à la 20e minute un contrôle de la poitrine de Bruno Ngotti qui prend Rousset à contre-pied, sans dommage pour l'OL. Il faut attendre une bonne demi-heure pour voir la première occasion lyonnaise. Ali Bouafia part sur le côté droit, adresse un centre que Sauzé ne peut que repousser dans les pieds de Genesio, dont la reprise est bien stoppée par Jean-Luc Ettori. Ça n'affole pas vraiment l'AS Monaco qui repart avec l'intenable Georges Weah. Il balade ici Bess et Ngotti avant de servir Rui Barros. Le Portugais sollicite le 1-2 avec Diaz, ce qui est osé sur un tel terrain. C'est difficile de contrôler, c'est difficile de faire une passe qu'on pourrait faire instantanément, on est obligé de contrôler de manière à l'assurer. Donc à partir de là, ça fausse le jeu et ça met en doute toutes les qualités offensives et techniques du club. 0-0 à la mi-temps et toujours aussi peu d'occasions de s'enflammer, si ce n'est sur des ballons joués de volée, comme à la 59e minute, cette tête de Marcel Dib au-dessus. 3 minutes plus tard, la plus belle occasion du match, elle est monégasque, avec une ouverture de Roger Mendy à destination de Patrick Valéry à la lutte avec Bess. C'est le Lyonnais qui centre, mais Rousset au prix d'une superbe parade détourne le lob de Rui Barros. La bonne volonté des joueurs de Wenger ne suffit pas à emballer le match, même s'il n'a parfois manqué qu'un peu de chance aux attaquants monégasques pour forcer la décision. Les Lyonnais auraient très bien pu eux aussi repartir avec une victoire. Pour cela, il ne s'en est fallu que de quelques centimètres à 10 minutes de la fin sur un bon tir de Bruno Genesio. On est parti lentement. J'espère qu'on va pouvoir un petit peu forcer l'allure pour dépasser le rythme qui est le nôtre à l'heure actuelle d'un point par match. Je pense que ce soir, le terrain était vraiment négatif, que l'équipe a eu un comportement d'ensemble qui, moi, m'a satisfait vu les conditions de jeu et qui avait malgré tout les possibilités de gagner. Nous avions les occasions pour marquer les buts. Monaco perd son premier point de la saison à domicile, mais on peut se demander si c'est vraiment un avantage de jouer en Principauté. Bernard Lacombe, Lyon comme l'année dernière, équipe surprise de cette D1 qui prend des points un petit peu partout. Il est évident que l'année dernière on surprenait un petit peu, cette année ce sera beaucoup plus difficile de s'imposer parce qu'il est évident que les équipes nous attendent, même si nous avons fait un recrutement qui est certainement de bonne valeur. En tout cas, un classement supérieur à celui de l'année dernière. Il faut être ambitieux dans le football et nous l'espérons parce que nous avons un public qui est très fidèle. Là, on reçoit Sochaux, nous allons faire certainement 25 à 30 000 personnes et on n'a pas le droit de décevoir ces gens-là. Merci Bernard. Dominique Dropsy, on a appris avec une petite pointe de regret que le football de haut niveau s'était terminé pour vous. Oui, j'ai arrêté le football de haut niveau au Girondins de Bordeaux cette année et j'ai signé dans votre club, cher président. Oui, vous succédez à Jacques Vendroux, c'est pas facile. C'est une lourde succession, mais j'espère que je vais me montrer à la hauteur. Eh bien, nous l'espérons aussi et nous vous souhaitons en tout cas bonne chance pour la deuxième partie de votre vie, Dominique, parce que c'est aussi important. Merci Thierry. Merci beaucoup et on enchaîne avec Marseille-Lille, le leader contre le grand club du Nord. C'était Dominique Grimaud qui était au Stade Vélodrome. Début de match à Marseille et premier corner tiré par Chris Waddle. Un Waddle qui va de mieux en mieux. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. 10e minute, 5e corner pour Chris. On croit la balle perdue car trop longue. Erreur, Basile Boli la récupère. Un râteau superbe sur l'aile, suivi d'un centre. Les Lillois cafouillent. Pelé à son tour récupère le ballon. Râteau pour lui aussi dans un mouchoir. Un centre encore. On croit Lille tirer d'affaire, mais non. Amoros arrive, un contrôle et un tir magnifique qui va se ficher sous la barre. Nadon n'y a vu que du feu. On revoit ce petit chef-d'œuvre sous un autre angle. Vu de derrière, c'est encore plus beau. 1-0 au bout de 10 minutes. On ne pouvait espérer mieux du côté de l'OM qui, dès lors, va contrôler le match à sa guise. Et Waddle de s'échauffer. L'Anglais va souvent se retrouver en cette première mi-temps le nez dans le gazon. Devinez pourquoi. Olmeta, de son côté, s'ennuie un peu. Il fait ce qu'il peut pour toucher le ballon dans un numéro qu'on lui connaît bien hors de la surface. Finalement, pour Pascal, le moment le plus chaud va venir sur cette action avec une passe un peu molle de Casoni. Mais rien de grave pour Olmeta, spectateur attentif d'un match complètement dominé par son équipe. J'ai regardé à un moment donné, je regardais la pendule et puis
je me suis dit c'est déjà passé. Je crois que ça a passé très vite. Tout ça parce qu'il y avait de belles occasions. On s'est créé pas mal d'occasions de but. La plus belle occasion de ces 45 premières minutes viendra de Papin. Sans contrôle, il tente ici sa chance de voler. Le ballon passant à côté. Mi-temps, regardez bien la tenue de nos arbitres. Ceux-ci avaient oublié leur fameuse tunique noire. Et Bernard Tapie leur a prêté ses t-shirts du plus beau vert. Adidas, bien sûr. On a changé de côté. Et Chris Waddle dans ses œuvres. Un centre sur la tête de Verquist, mais le ballon passe à côté. Une minute plus tard, Bernard Pardo, très bon hier soir, lance l'anglais, un sprint, un accrochage avec Da Silva, pénalty, non, joué dès l'arbitre. Coup d'œil maintenant sur Abedi Pelé, discret dans la vie, en voilà un. Pelé qui ne l'est pas sur un terrain, ici 2 exercices de style signés par un joueur qui au fil des matchs fait son trou dans cette équipe. Pelé, c'est un tout bon pour l'OM. Et on en arrive à la 60e minute avec cette action qui part de Manuel Amoros sur la droite, Amoros qui s'avance, qui donne à Verquist, celui-ci déborde. Maintenant, coup d'œil au centre et qui au centre pour se jeter sur le ballon. Papin, bien sûr. Sous un autre angle, le but de notre affamé numéro 1, JPP, qui en est déjà à 4 buts en 5 matchs. Papin à l'affût de tous les ballons et en face des Lillois obligés de serrer les coudes et les rangs. Écoutons Bertrand Roseau. L'OM, c'est une équipe difficile à manœuvrer, très soudée, très solide, il n'y a pas de point faible. Donc même nous, si on s'en sort relativement bien en première mi-temps, en les empêchant de faire des attaques, c'est très difficile quand on a le ballon d'essayer de monter parce que bon, ils pressent bien, on n'a pas beaucoup de solutions et on perd facilement le ballon. Et c'eût pu être pire pour Lille, notamment sur ce débordement de JPP, ponctué par un centre au millimètre pour Cantona, on l'a vu, mais Eric a le pied qui fourche et il manque pour lui l'immanquable. Désolé Canto. Canto qu'on retrouve 40 secondes plus tard pour un retourné du meilleur effet, mais sans danger pour Nadon. Et encore Waddle, alors là on se tait et on admire. Vous n'avez pas bien vu, alors on vous remontre l'artiste une seconde fois, filmé par Mathieu Dupont. Et puis encore le duo Cantona-Papin, mais le coup de tête de JPP sera bien intercepté par Nadon. Un tir, un seul à mettre à l'actif des Lillois en seconde mi-temps maintenant. Il est l'œuvre de Sauvaget. Et pour terminer, un geste encore superbe signé Papin, Nadon qui sauve. Tout le résumé de ce match dans cette action, l'OM en tête avec 2 points d'avance, Boli est sur un nuage. Ça me surprend, bon, c'est la première fois que je suis à ce niveau. J'avais l'habitude d'être toujours entre la 3e et la 5e et la 10e place. Et là, je me retrouve leader d'entrée. Je pense que c'est une bonne chose de fait et j'espère que ça va continuer comme ça. Bernard Gardon est à mes côtés, le directeur sportif du Lille Olympique Sporting Club. Quelle impression vous a fait Marseille ? Je crois que, comme toutes les équipes qui les ont jouées depuis le début de saison, ça nous en fait une très bonne impression. Et Lille ? Lille est une équipe tout à fait encore en gestation et c'est vrai que c'est un déplacement difficile pour nous dans ce début de championnat. Mais le début de saison est bon. Oui, le début de saison est bon et je pense qu'on ne peut qu'aller en s'améliorant. Merci Bernard. C'est toujours la fête du côté de Royan, mais nous regardons les panneaux. Après cette 5e journée, Marseille donc 2 points d'avance sur un surprenant Brest, 2e à la différence de but. Monaco est là, ainsi que Auxerre, Caen, Toulouse et Rennes. Deuxième moitié du tableau, c'est Nice qui est maintenant la lanterne rouge à la différence de but, mais du côté de Toulon, de Nancy et même de Cannes, de Metz, de Bordeaux et de Montpellier. Il faut cravacher pour rejoindre le ventre mou de ce championnat. Ils sont 4 meilleurs buteurs, Laurent Blanc, Daniel Bravo, Beto Marsico, Jean-Pierre Papin avec 4 buts, 145 000 spectateurs et des poussières de moyenne, près de 15 000 spectateurs par stade, c'est bon. Résultat de la 2e division dans le groupe A, Strasbourg encore accroché à domicile. Bastia battu pour la première fois chez le promu Épinal, Monsieur Seguin. Le député maire doit être très content. Dans le groupe B, par contre, le Red Star continue. Mené 1-0 à la mi-temps, les Parisiens sont allés gagner 2-1 chez un autre promu. Il fallait le faire. Victoire également de Le Havre chez un promu, Bourges. Et puis le loto, eh bien, il fallait prévoir des victoires à domicile. Pas de victoire à l'extérieur et des résultats nuls. C'était faisable. Je pense qu'il y aura pas mal de gagnants. Et puis 36-15 code TF1 sur votre Minitel pour tout savoir dès le samedi soir en ce qui concerne le football. Et nous passons maintenant en voyant en direct un but marqué par les anciens Verts et par Jacques Zimaco. Eh bien, nous allons passer au top but. Le top but, un but est rentré. C'est alors que l'on revoit au ralenti cette action que nous propose Gérard Vandergut. Vous voyez, on est sur tous les stades en même temps. Jacques Zimaco
But donc pour les vrais anciens verts. Je vous le disais, nous passons maintenant à notre top but. Superbe but. Rui Barros se fait subtiliser le ballon par Thierry Bonalaire. Superbe chevauché de l'arrière latéral nantais. Et superbe but du petit Wedek, l'homme dont on parle en ce début de saison. Un garçon qui ne tardera pas à rejoindre les espoirs. Et on revient ici à Royan. Et nous revenons en compagnie de deux anciens verts que je suis heureux de vous représenter. Ils ont un peu vieilli l'un et l'autre. Ce sont les deux frères Révelli. Comment ça va, mon petit Hervé? Très bien. Vous êtes revenus de vos îles lointaines? Oui, quelques mois. Et vous faites? Eh bien, maintenant, je suis passé du côté de Saint-Priest, banlieue de Lyonnaise. Et là, je m'occupe de la 3e division. C'est bien. Et vous, mon cher Gaulois? Eh bien, je suis toujours dans la région stéphanoise. Je suis toujours entraîneur? Représentant d'Arctic de Sport, et pour mon plaisir, je suis entraîneur-joueur du petit club d'Andrézieux. Et ça va? Ça va très bien. J'ai vu qu'il y avait encore de beaux restes, hein. Les cheveux sont partis, mais les jambes sont restées. Ben, il faut toujours montrer l'exemple. Hein. Et Hervé, vous nous avez encore marqué quelques petits buts là? Oui, pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir. Vous avez été heureux de retrouver tous vos camarades? Oui, ça fait plaisir. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve tous ensemble comme ça depuis l'épopée 76. Christian Lopez, nous sommes heureux aussi de vous accueillir sur ce plateau de Téléfoot. Comment ça va? Qu'est-ce que vous devenez, vous? De la région stéphanoise ou de la région toulousaine, pardon, où je suis entraîneur-joueur d'une équipe de 4e division qui s'appelle Cugno, qui est l'ancien club de Daniel Bravo. Et ça marche? Ça va, oui, puisque bon, nous accédons cette année en 4e division. Et si vous voulez, dans la suite de ma carrière professionnelle, je vais être appelé à m'occuper d'un golf. Ah bon, parfait. Vous allez donc être bisport. Voilà, absolument. Foot et golf, comme l'arqué. Voilà, justement, absolument. Ils vous appellent parce qu'ils sont un petit peu en perdition, vos anciens camarades. Allez donc les rejoindre. Merci, messieurs. Et nous enchaînons tout de suite donc avec le top but que nous commente Yves Kupferminck, savoir si ce but de Wedek est rentré. Jean-Pierre Papin disparaît du top but sans doute provisoirement, et c'est Guillaume Masson qui devient 5e, son tir de près de 30 mètres ayant permis à Lyon de battre Cannes. Pour son 2e match professionnel, Nicolas Wedek apparaît à la 4e place. Un bon travail de Thierry Bonalaire permet au jeune Nantais de marquer son 2e but de la saison. Félicitations du capitaine Max Bossis pour le dernier né de l'école nantaise. Numéro 3, la chevauchée fantastique de Jean-Luc Sassus. Tel John Wayne, l'arrière droit cannois élimine 1 à 1 3 adversaires. Son centre est parfait, tout comme la tête de Carmelo Michiche, qui apporte la conclusion que méritait l'exploit de son coéquipier. En vedette pour le but classé 2e, encore un défenseur, Luc Sonor, pour un superbe lob de 20 mètres, dont la victime est, comme sur le but précédent, Claude Barabé. Enfin, toujours premier, la tête canon du Camerounais François Oman Bi. Un but marqué lors de la 2e journée face au PSG, qui risque de figurer longtemps dans ce top but. Et nous repassons par Royan, le temps de saluer un glorieux ancien vert, Osvaldo Piazza, venu spécialement d'Argentine pour ce jubilé. Comment ça va, Osvaldo? Ça va très bien, un peu fatigué. Oui, j'ai vu que ça court moins vite qu'il y a quelques années. Hein. Heureusement, sinon ça va être difficile. Hein. Ça marche en Argentine? Ça va. Pour le moment, ça va. On avait parlé de vous, vous alliez peut-être venir en France entraîner, non? Non, pas du tout. Pas question pour le moment. Vous préférez faire vos armes en Argentine? Oui, c'est ça. Merci Osvaldo. Et on enchaîne sans transition avec la rencontre France-Pologne Espoir qui s'est déroulée mardi à Caen, qui a été, nous a dit Christian Jean-Pierre, un très bon petit match. Les espoirs français peuvent jouer à 100 à l'heure, comme en témoigne ce début de match face à leur homologue polonais. Dangbeto, chez lui, dans son jardin canet, déborde des centres pour Loco, bien joué. Quelques instants plus tard, Baster, à la limite du hors-jeu, s'échappe et se fait descendre un pénalty indiscutable non sifflé par Monsieur Hill. Qu'à cela ne tienne, les Français repartent de plus belle. Dangbeto pour Michael Debève, très bon mardi soir. À nouveau Dangbeto qui voit bien Loco dans le trou. Tir croisé du gauche, claque et battu, 1-0 pour la France. Ces espoirs ont tout de même le défaut de leur qualité. Quand on joue à l'inspiration, au feeling, on oublie parfois de se replacer. Bayor en embuscade en profite et égalise avant la mi-temps. En seconde période, nouvelle action polonaise. Coup franc sur lequel Staniek place un bon coup de tête.
Varmus semble arrêter le ballon avant la ligne. L'arbitre de touche placé à 30 mètres de l'action a vu le ballon franchir la ligne. Chapeau à 10 mètres de là avec une caméra, on a déjà bien du mal à juger. Toujours est-il que les Polonais mènent 2-1. Pas pour longtemps, Michael Debève déborde sur le côté droit et centre pour Baster qui met tout le monde dans le vent. Et but donc de Van Baster qui égalise de partout. Je pense qu'il y a eu du bon et du moins bon. Je dirais, pour résumer le match, que nous sommes créés autant d'occasions de but que ce que nous avons offert à l'adversaire. Je crois que ça résume le match en 2 mots. Pour finir le dessert avec ce tir, un missile expédié par Michael Debève et bien détourné par Clac. Notre carré d'as, président Rocher, merci d'être venu. Je sais que ça vous en a coûté un petit peu de venir jusqu'à notre micro, mais on est vraiment très heureux de vous accueillir. Merci. Est-ce qu'on peut vous demander, président, de tirer le gagnant? Oui, c'est pas commode, hein? Oui. Allez-y par là, c'est plus facile. Voilà. Merci, président. Alors, le vainqueur de ce premier carré d'as de la saison, c'est monsieur Sébastien Laroche, dont le bulletin vient d'être tiré par le président Roger Rocher, qui tenait à s'associer à la fête de son ex-joueur Dominique Rocheteau. Sébastien Laroche, 34 rue du Château d'Eau à Menneval, Bernay, 27 300. Il recevra une télévision Pionnier. Et si ce bulletin comporte le numéro bonus, eh bien il ne le comporte pas. Il aurait reçu un disque vidéo Pionnier. Avant de nous quitter, je dois encore vous dire que le gagnant de la X Citroën Image 3 portes est monsieur Nguyen Dad de Paris, 75 018, score 7793 points. Merci de nous avoir suivis à Royan. La fête continue. Président Rocher, on vous souhaite tout ce que l'on peut vous souhaiter et tout le meilleur. Merci encore d'être venu. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Téléfoot. Le numéro 500 approche. Ça sera une belle fête. On vous en reparlera. Merci. Bonsoir. Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana.